Amis téléspectateurs, le plaisir est renouvelé. Nous avons eu suffisamment de temps de parler de politique, de tests de loi, du 242, le fameux 242 que j'appelle nombre fétiche. Nous avons eu le temps de parler de consensus. Nous avons parlé de ci et de ça. Mais la cité ne se résume pas qu'aux questions de tests de loi. La cité, c'est aussi la vie des compatriotes dans un cadre approprié. C'est pour cela qu'à l'entame de cette émission, je voudrais dire un merci, un grand merci au ministre José Donato qui a bien voulu dépêcher l'un de ses bras techniques au café politique de ce soir. Il a nom François Agomadje. Figurez-vous, c'est un jeune de 44 ans, mais il a été directeur des services techniques et aménagement du territoire de la ville d'Amélie en France. Et depuis 1 an et demi, la patrie l'a appelé et il a répondu au sang qui coule dans ses veines. Il est au service du ministère du cadre de vie. Il a voulu partager ce moment de café politique avec nous et parler de la politique du gouvernement de Patrice Talon par rapport à l'amélioration des conditions de vie et du cadre de vie des Béninois. Agapite Napoléon, bonsoir. Bonsoir Distel, bonsoir M. Agomadje. Bonsoir. Bonsoir à nos téléspectateurs. Bien, ça fait plaisir de découvrir des jeunes cadres qui ont tout l'art, qui ont tout le plaisir, tout le loisir de rester bien loin du pays, bien loin peut-être de la pollution de l'environnement, de l'air, la pollution sonore, et bien loin des problèmes de famille, peut-être bien loin d'un revenu peut-être pas suffisamment achalandé, suffisamment lourd, pour venir quand même servir le pays. Et c'est tout à votre honneur, M. Agomadje. Alors, lorsque vous vivez dans Cotonou, vous restez dans Cotonou, qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce que vous ne vous dites pas qu'on a encore du chemin à faire en matière d'urbanisation? Merci beaucoup pour cette question. Et vous le savez, quand on est dans Cotonou, vous savez très bien que quand on est dans une ville qui se veut agréable, il faut pouvoir sortir de chez soi, se balader. Et quand on voit Cotonou aujourd'hui, on n'a pas cette opportunité de sortir, se balader, et respirer de l'air propre, de l'air pur. Et ça manque beaucoup. Dans des jardins verdoyants, agréables, avec des circulations qui te permettent de pouvoir apprécier un cadre de vie sain, propre. Ça manque beaucoup à Cotonou. Oui, est-ce que vous ne vous dites pas qu'il faut bien faire une folie, peut-être proposer au ministre de faire une communication et de demander qu'à l'horizon 2060, 2070, 2080, que le pôle de Bénin, le centre de ville, par exemple, se retrouve à Sékou ou je ne sais pas quoi, à Kilibor, ou je ne sais pas. Ça ne vous dit pas? Je comprends votre question. Si vous voulez dire Cotonou, enfin, oui. Non, on ne pourra pas déplacer Cotonou. Pas de folie, pas de folie. Pas de folie. Et on ne peut pas déplacer Cotonou. Cotonou, c'est l'économie de notre pays. C'est le coup d'activité qui cesse. Donc, c'est dans cette perspective de rendre à Cotonou un cadre de vie agréable que le gouvernement de Patrice Talon a eu plusieurs projets. Beaucoup de projets sont développés actuellement sur Cotonou pour transformer, changer le visage de la ville, pour la rendre plus agréable à vivre. François Agomadje, il y a environ 2 ans, un peu plus, il y a un mot qui est venu s'imposer
dans le lexique des Béninois, asphaltage, c'est comme une incantation. Quel contenu lui donnez-vous, vous qui êtes technicien à la matière, vous qui êtes spécialisé à la matière, vous qui avez montré vos preuves en France? Le projet asphaltage, c'est, on peut dire, le mot asphaltage est devenu un label au Bénin parce que c'est connu de tous. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le projet asphaltage? C'est quoi son contenu? Le contenu. En réalité, le projet asphaltage, c'est un projet d'aménagement urbain. Il y a plusieurs composantes dans ce projet. En réalité, asphaltage, ça vient de bitume, c'est du bitume classique, asphalte. Et ce mot a été d'ailleurs donné par le chef de l'État lui-même qui a voulu rendre à nos villes, parce que pour vous dire, le projet asphaltage n'est pas qu'à Cotonou, parce que depuis tout à l'heure, on a beaucoup parlé de Cotonou. Oui, parce qu'on y vit. Bon, on y vit, mais le projet asphaltage, c'est dans plusieurs villes du Bénin, pour ne pas dire 9 villes précisément du Bénin. Parlons déjà Du contenu. du contenu. Le projet asphaltage, il y a plusieurs composantes, comme je vous le disais, il y a 5 composantes. Une première composante, c'est la voirie. La voirie et l'assainissement. La voirie, c'est quoi? C'est la construction des rues en ville. Donc, on a une première composante qui consiste en la construction des ouvrages d'assainissement, des ouvrages de drainage des eaux qui vont tomber sur ces rues. En dehors de cette composante classique que nous connaissons, nous avons d'autres composantes pour rendre plus praticable, plus agréable la rue, à savoir l'éclairage public. Toutes les rues du projet asphaltage seront équipées d'éclairage solaire, c'est-à-dire autonome. En dehors de l'éclairage, nous avons aussi une autre composante, l'équipement de sécurité. Désormais, sur nos rues, nous aurons tout au long des axes que nous allons construire dans le cadre de ce projet asphaltage, des feux tricolores, des signalisations horizontales, nous aurons des garde-corps de sécurité, nous aurons des guides-foules, donc tout un ensemble d'équipements de sécurité pour rendre la rue sûre. En dehors de ça, nous avons une autre composante qui est appelée mobilier urbain. Demain, les axes qui seront construits seront équipés de bancs publics, de poubelles urbaines, parce que vous voyez, nous avons un grand problème de déchets. Nous n'avons pas de quoi déposer nos déchets qu'on a dans la main, un sachet, on jette par terre. On jette, oui. Parce qu'on n'a rien, on n'a nulle part où aller déposer. Désormais, nous disposerons de poubelles le long de ces axes. Nous avons d'autres composantes, une autre composante qu'on appelle espace vert, plantation d'arbres. Vous savez bien que nous sommes dans un pays tropical. Il fait très chaud. L'arbre, ça apporte la verdure, ça apporte la fraîcheur, ça apporte la vie. Donc, tous les axes seront équipés d'espaces verts, de plantation d'arbres. Autrement que ce qui se faisait, parce que en réalité, il y a eu plusieurs années et plusieurs éditions de 1er juin où nous avons assisté au folklore de plantation de plants. C'est pas un Dans folklore, ce pays. c'est Qu'est-ce une qui incitation. va Qu'est-ce changer? qui va changer? Qu'est-ce qui va changer? En fait, tout est question d'entretien. Ces messes de tous les 1er juin que nous faisons Ben voilà. sont en général, ne sont pas suivis d'entretien. Nous plantons C'est au la faute 1er à juin. qui? Voilà. Bon, c'est-à-dire c'est une Est-ce question. qu'aux populations, est-ce qu'aux riverains, Est-ce- ou est-ce qu'il y a eu, par moment ou pendant plusieurs années, un défaut de conception et de planning? J'aurais bien souhaité que Distel nous laisse dans les volets de l'asphaltage pour qu'on puisse, Non, qu'on puisse faire un bon suivi, quitte à revenir après sur, Oui. sur la question Par rapport au sensible projet, du suivi. par rapport, je vais mélanger les répondre, deux, je vais voilà, essayer oui. de répondre. Déjà par rapport au projet asphaltage, tout à l'heure, vous m'avez demandé le contenu. Et donc,
vous avez constaté que le projet asphaltage, ce n'est pas juste on pose des les bitumes rues, ou on pose voilà, des pavés. voilà, Vous voyez que c'est un ensemble cohérent où nous avons plusieurs Un composants ensemble intégré. intégrés. Voilà, c'est le mot. Donc c'est un aménagement urbain. urbain. On peut l'appeler projet d'aménagement urbain dans les villes du Bénin. Mais le mot générique qui a été donné et qui aujourd'hui rentre dans le langage courant, c'est le projet asphaltage. Ce n'est rien d'autre que ça. Mais en quoi c'est révolutionnaire? Exactement, puisque vous parlez Oui. de projet d'aménagement urbain, on en a connu On à en a haute connu. intensité de main d'œuvre par Voilà. ailleurs. Oui. En quoi c'est révolutionnaire? Vous imaginez que, par exemple, à Cotonou, nous avons environ 1200 km de rues, De rue. revêtues ou pas revêtues. Nous avons à peine 10% aujourd'hui revêtues dans Cotonou. À peine 10%. Qui représente une centaine de kilomètres, pas plus. Mais Et vous- ça, c'est vraiment c'est aujourd'hui ce que nous et c'est avons. la révolution des 20 dernières années. Sinon, Voilà, oui. c'est ça. Donc, depuis plus de 60 ans, Ouais. nous avons environ 100 km de rues revêtues à Cotonou. Mais imaginez qu'en 5 ans, nous aurons, dans le projet asphaltage, 235 km. Rien que pour ce projet asphaltage. C'est là l'ampleur du projet. Le projet asphaltage diffère de tout ce qu'on a fait juste là. Déjà par le montage, par le contenu et surtout par l'ampleur. Et vous voyez un peu partout, que ce soit à Cotonou, à Lokossa, à Natitengu, à Parakou, à Porte-Novo, à Oikon, à Abomey, partout, nous avons qui font des balais, qui vont et viennent pour ce projet. Et donc, c'est une véritable révolution en termes de travaux de grande intensité, je vais dire de main-d'œuvre, mais parce qu'aujourd'hui, nous voyons que c'est une couverture nationale qui permet de façon globale cette question de mobilité dans la ville. Mais comme je disais, quelle est la différence avec les travaux à haute intensité de main d'œuvre qu'on a connus au début des années 90, Oui. notamment avec la juture? C'était aussi un projet du genre, Oui, mais pavage, assainissement. Alors, le projet asphaltage diffère de tout ça comment? Par quoi? vous avez vu que tous les projets d'asphaltage je vais dire de pavage, qui ont été réalisés juste là, n'ont pas les mêmes contenus que ce que je viens de citer. Exact. Soit aujourd'hui, toutes les rues qui seront construites, c'est de façade à façade. C'est-à-dire qu'il quoi? faut reconnaître, il faut garder, retenir que Il y a une le similitude. projet asphaltage parle d'intégration, enfin, c'est un projet qui intègre plusieurs volets d'aménagement. Tout à fait. Et de manière identique dans les 9 villes. Dans les 9 villes. Voilà. Et il faut aussi retenir qu'il y a la qualité de la conception. Aujourd'hui, nous avons nos éclairages publics solaires dans Cotonou ou ailleurs, à Porte-Novo, ailleurs dans les autres villes du Bénin, qui au bout de 2 ans sont déjà hors d'usage. C'est ça. Ce ne sera pas le cas. Aujourd'hui, les caractéristiques, les caractéristiques techniques exigées au niveau de ce projet ont été poussées assez loin pour avoir des équipements de qualité pour le bonheur de la population. Alors, restant toujours dans la même dynamique, comment vous assurez l'opinion et les populations que le suivi sera beaucoup mieux fait? On parlait des arbres, des ouvrages, notamment des arbres, et Distel évoquait le manque d'entretien, ce qu'il appelle le folklore du 1er juin. Comment est-ce que les embellissements, les éléments d'embellissement qui sont contenus dans ce projet et seront mieux entretenus? Les ouvrages, est-ce qu'il y a un volet ou c'est les mairies qui seront chargées de continuer à faire comme elles ont l'habitude, ou bien il y a une gestion particulière? Il y a toute une réflexion actuellement en cours pour pouvoir associer étroitement
les mairies à l'entretien de ces ouvrages, de ces grands investissements. Parce que nous sommes en train de parler d'asphaltage, mais le PAG, c'est beaucoup d'autres projets. Est-ce que vous voulez dire que c'est une réflexion a posteriori? Non, c'est pas a posteriori, en cours. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu un dispositif assez clair entre l'État et les communes pour adresser cette question d'entretien, de maintenance des investissements. C'est à cette réflexion qu'un groupe d'experts est en train de faire actuellement pour pouvoir mettre en place le dispositif adéquat pour permettre un dispositif institutionnel et financier pour pouvoir adresser cette question de maintenance. Mais au niveau du projet, de façon claire, on a déjà identifié toutes les mesures qui vont accompagner l'entretien, la maintenance des équipements qui seront mis en place. Je prends le cas par exemple de l'éclairage public. Il est déjà prévu par exemple dans les cahiers des charges que l'entreprise le prestataire qui va mettre en œuvre l'éclairage public doit pouvoir garantir le fonctionnement de ces lampadaires pendant 10 ans. Pendant 10 ans, il n'y a pas de souci à se faire par rapport au fonctionnement adéquat, sans faille, de ces équipements qui seront mis en place. Quid de la permanence de l'existence de l'énergie électrique? Aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est des équipements autonomes. Parce que c'est de lampadaires solaires. Ça veut dire que c'est hors réseau. Donc on n'est pas connecté au réseau à tout temps. En tout cas, dès qu'il fait nuit, on a l'éclairage jusqu'au lever du jour. Très bien. Donc là-dessus, les communes n'ont plus de soucis à se faire pour la facture d'électricité. Tout ça, là, ça a été pensé de manière à ce que l'investissement soit tout de suite senti, qu'on puisse vivre la rue autrement que ce qu'on vivait. Vous parlez de 9 villes. Comment les 9 villes ont été choisies? Il y en a sans doute, on a 77 communes, sans doute il doit y avoir des villes jalouses. Quels ont été les critères d'établissement? Bon, pour ce qui est du choix des villes, il y a plusieurs critères. D'abord, le critère administratif, le rôle administratif de ces villes. Vous allez constater que dans les 9 villes, nous avons les chefs-lieux primitifs de cette langue. Donc il y a le rôle administratif. Après, il y a le rôle économique de ces villes. Il y a aussi le potentiel de ces villes à pouvoir induire un développement aux villes qui les entourent. Si je prends le cas de la ville de Natitengu ou la ville de Parakou, on sait que c'est des pôles de développement au niveau du nord. Il y a aussi le caractère historique de la ville, évidemment, oui, qui ont fait que ces villes ont été choisies. Donc c'est tout un ensemble de réflexions qui a conduit au choix de ces villes pour pouvoir abriter le projet asphaltage, de manière à ce que l'investissement soit le plus rentabilisé. Rentabilisé, je veux dire, puisse permettre un décollage de l'économie de ces villes et par ricochet du Bénin tout entier. Pourquoi ne pas avoir choisi, ou bien ne pas choisir tout simplement les 12 villes chefs-lieux de département? On pourrait choisir, mais si vous regardez bien le PAG, les 12 villes dont vous faites allusion, certainement ont eu aussi un lot de projets. Et si je prends le cas de Ouidah, par exemple, c'est juste un exemple, Ouidah, quand on le voit comme ça, n'est pas intégré directement dans le projet asphaltage. Mais tenez-vous bien, il y a un autre gros projet dans le PAG, la restauration de la ville historique de Ouidah, qui adresse cette question d'asphaltage. Parce que la restauration du asphaltage, c'est quoi? On construit des rues, on aménage. Finalement, ça devient un projet transversal. Partout. Donc, nous avons plusieurs villes qui ont bénéficié d'autres projets, dont le projet asphaltage. On ne l'appelle pas asphaltage parce que ça a un autre nom, mais les composantes de ce projet adressent aussi les questions d'aménagement de rue. Alors,
on peut se demander quelle est la différence entre le projet asphaltage. Pourquoi on le sort de PAG? C'est le même gouvernement, c'est la même politique de développement. Pourquoi asphaltage est dissociable ou dissocié des projets induits par le PAG? Je ne pense pas que ça soit dissocié du PAG. Okay. Asphaltage n'est qu'un projet du PAG. Je comprends pourquoi vous posez la question. Oui. Parce que c'est un mot vedette, c'est devenu un mot assez popularisé. Subitement, un mot magique. Un mot magique. Certains même parlent d'incantation. D'incantation. C'est bien. En fait, ce n'est pas dissocié, ce n'est pas enlevé. Donc c'est un projet intégré au PAG. C'est un projet phare du PAG. Vous savez que le PAG, ça a 45 projets phares. Exact, oui. 45 projets phares. On parle de asphaltage. Pourquoi? Parce que asphaltage, ça touche tout le monde, de façon globale. C'est quand on sort tout de suite de sa propriété, le premier pas qu'on pose, c'est celui du bitume. C'est pour ça que c'est si populaire. Voilà. Monsieur François Agomadje, c'est bien cela. Vous êtes ingénieur génie civil. Oui. Vous avez présenté le projet que vous dirigez aujourd'hui depuis 1 an et demi au sein du PAG en acceptant de quitter l'expatriation pour répondre à votre patrie. Mais est-ce que la révolution devrait induire des casses, des déménagements au sein des populations? Parce qu'on vous fait ce grief-là. Je comprends votre question. Si je peux reformuler, vous êtes en train de dire, est-ce qu'on a besoin de casser avant de construire? Dites au Béninois, oui. Vous qui êtes technicien, vous n'êtes pas politique. Vous êtes un technicien. Vous avez fait preuve ailleurs, notamment en France, et on l'a dit au cours de votre présentation tout à l'heure. Dites aux Béninois ce qui a motivé ce redéploiement de l'espace qui constitue le patrimoine de l'État. Vous savez, merci pour cette question qui est assez pertinente. Et beaucoup de Béninois se posent cette question, à savoir quoi casser. C'est péjoratif d'ailleurs de dire casser. On casse, on évacue, on déguerpit. C'est péjoratif. Pour dire quoi? Pour dire que nous avons longtemps occupé la place publique. La rue, je prends un exemple, une rue dont l'emprise est de 40 mètres par exemple, on l'occupe jusqu'à rester une dizaine de mètres. Et ce qu'on occupe... Le soudeur est installé, voilà, la vendeuse de bananes est installée. Ainsi de suite. Mais c'est une place publique. C'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour Y. Et 2 ou 3 personnes l'occupent. Mais si l'État n'a pas besoin de cet espace, il ne demanderait pas de le libérer. C'est un peu comme on vous laisse sur une place d'autrui. Maintenant qu'on en a besoin pour pouvoir réaliser des projets, il faut bien demander à ce que la personne qui occupe gracieusement depuis un certain temps puisse libérer la place pour pouvoir construire des infrastructures communautaires, socio-communautaires. Parce que la route, ça va servir à qui? Mais aux Béninois, à nous tous. Justement, les Béninois observent que depuis quelque temps, sur plusieurs rues, le sol est éventré où on y enfouit quantité de ciment, de sol, de fer, d'eau et de sable. Quel va être l'impact au profit des populations aujourd'hui? Bien. Vous savez, bientôt, nous allons avoir la pluie. Que ce soit à Cotonou, à Boycon, à Abomey, Calavi, un peu partout, en temps de grande pluie, en saison pluvieuse, toutes nos villes, pratiquement, surtout Cotonou, est en proie à de graves inondations. Nous vivons pratiquement comme des batraciers, des grenouilles, on est dans l'eau en permanence. Quelqu'un avait même proposé de vendre la ville de Cotonou aux Hollandais. Voilà. Quand il y a la pluie, quand il y a l'eau un peu partout, toute l'économie, toutes les activités de la cité sont bloquées. Les élèves ne peuvent plus aller à l'école, les commerçants ne peuvent plus vaquer à leurs occupations. C'est un ralentissement général.
L'avantage principal, ça ne se démontre pas dès que... Expliquez-nous. oui. Expliquez-nous. Dès qu'une rue s'érige quelque part, on construit une rue quelque part, aussitôt, aussitôt, le milieu est transformé. Pourquoi le milieu est transformé? On peut facilement sortir de chez soi, aller vaquer à ses occupations. Il n'y a plus de stagnation d'eau. Parce que je viens de dire tout à l'heure que nous avons la rue et nous avons les caniveaux, les ouvrages d'assainissement pour drainer les eaux vers des exutoires, vers des endroits de stockage d'eau naturelle. Donc, l'environnement est assaini. C'est vrai qu'il y a des rues où... Viabilisées. Viabilisé. C'est vrai qu'il y a des rues où l'eau, au lieu d'être drainée, stagne. Non, c'est vraiment du fait de l'occupation anarchique de certains citoyens ou concitoyens sur le lit de l'eau. Donc, c'est toute une politique. Donc, je parlais des avantages. Donc, quand vous pouvez vaquer facilement à vos occupations, c'est de la richesse que vous créez. On est d'accord. Et ça, c'est un avantage considérable. Lorsqu'il n'y a plus de stagnation d'eau, qui n'est plus le lit des moustiques, c'est les maladies hydriques qui sont évitées, ainsi de suite. On fera plus d'économies. On fera plus d'économies. Donc, les avantages pour nous, pour la population, sont incommensurables, sont énormes. La libre circulation des biens des personnes. Donc, c'est vivre dans un cadre plus sain, ne plus à dépenser beaucoup d'argent pour la pharmacie et les hôpitaux par rapport aux palus et aux maladies hydriques. Oui, vous avez tout compris. Et on a même constaté que dès lors qu'on annonce tout simplement qu'une rue va passer dans telle ou telle localité, mais tout de suite, la valeur foncière bondit. La valeur finale. Bon. Mais là, on ne dit rien. Personne n'entend. Monsieur Agomadié. C'est pas pour le bonheur des populations, c'est la valeur foncière. Oui. Monsieur Agomadié François, oui. Les populations ont dit au président Monsieur Fossoglo dans ce pays, et moi Mialoua, pavé Mialoua. Pour dire littéralement, est-ce que les populations vont s'empiffrer de rues pavé ou de bitume, d'asphalte? On vous fait aujourd'hui la même réaction. Oui. En réalité, moi, je répondrai que oui, c'est pavé, on va manger. C'est bitume, on va manger. C'est au sens figuré. Bien sûr. En réalité, je vous ai donné un certain nombre quand même d'avantages. Ouais. Voilà. En réalité, c'est ça qu'on va manger. Parce qu'on a constaté que si nous mettons le temps, c'est de l'argent. Pour aller d'un point A à un point B, au lieu de mettre 2 heures, si tu mets 30 minutes, tu ne gagnes pas. Gagné. Tu as gagné. Tu as gagné ton pain. Donc, on mange sans le savoir, on mange le pavé, on mange le bitume. Donc, ce langage de dire, est-ce que c'est pavé? Comme ça, c'est des langages de politiciens. Qui participent de la mauvaise foi c'est des politiciens. politique. Ceux qui disent ça savent très bien que la route, c'est la cité. La route, c'est le développement économique. La rue, c'est le bien-être. Donc, personne ne peut aujourd'hui nier le bienfait de l'assainissement de son cadre de vie. Donc, tout le reste, ce sera de la politique à laquelle moi, je ne participe pas. Est-ce qu'il y a un volet sensibilisation, un volet IEC, comme on le disait, mobilisation sociale, un volet clairement sensibilisation et mobilisation des populations dans le projet? Oui, ça c'est une question principale. Au niveau du projet asphaltage, vous savez, c'est un projet urbain. Donc, ce qui dit projet urbain dit beaucoup de gêne à la population. Vous voyez aujourd'hui, nous avons des tranchées de partout. Beaucoup n'arrivent plus. Des sols éventrés. Ouais, obligés aujourd'hui n'arrivent plus à aller chez eux. Oui. Les véhicules sont garés loin sur des parkings provisoires, aménagés, ainsi de suite. Donc, nous avons un gros volet d'information, d'éducation, IEC, et de communication au niveau du projet asphaltage. Au niveau... Mais qu'on ne voit pas venir encore. En réalité, ça existe. Nous, aujourd'hui, au niveau de tous les quartiers, toutes les villes, impactées, nous avons des relais. Ce que nous appelons relais, les chefs quartiers, les conseillers locaux, qui aujourd'hui sont des relais entre le projet et la population.
en cas de plainte, de difficultés, de toutes sortes. Donc vous faites de la communication intégrée. Intégrée, interne et à la base. Les gens sont associés. Nous avons des réunions d'information, que ce soit dans les écoles aux plus petits, au niveau des dispensaires. Il y a ce qu'on appelle les HSE, hygiène, sécurité, environnement, qui se déplacent vers des lieux socio-communautaires pour expliquer ce que nous faisons, les gènes que nous sommes obligés parfois d'occasionner à la population pour que d'ici quelques mois, nous soyons dans un environnement assez aménagé, assez propre. Nous partons, nous expliquons ce que nous faisons. Et par rapport à ces gènes, c'est le lieu de dire que nous avons mis des dispositifs assez drastiques pour pouvoir occasionner le moins possible de gêne à la population. C'est vrai, ces derniers jours, nous avons enregistré des casses de tuyaux d'eau ou des coupures de câbles électriques. Mais tous ces éléments... Est-ce que c'est des actes de vandalisme ou... Non, pas du tout. Pas du tout. C'est toujours lié aux travaux. Comme je vous le disais, puisque nous sommes en travaux urbains, nous avons beaucoup de réseaux. Réseaux d'eau, réseaux d'électricité, réseaux de téléphone. Il y a forcément une implication des directions chargées de ces volets. Tout à fait. Nous avons des points focaux de ces concessionnaires, SB2E, Soneb ou Bénin Télécom, qui accompagnent la réalisation du projet. Et actuellement, nous avons, suite à des plaintes que nous avons enregistrées, nous avons mis l'accent sur la discipline, sur la rigueur des chefs de chantier qui aujourd'hui exécutent les travaux. Ça a été clair. Si les chefs de chantier du projet asphaltage sont briefés, sont sensibilisés, et ceux qui ne respectent pas les consignes de sécurité, à savoir quand je fais un tranché quelque part, je mets une passerelle avec des garde-corps pour permettre à la population d'aller aux populations. Qu'est-ce que vous appelez passerelle? Est-ce que c'est les grilles plastiques rouges que nous voyons par endroits? Non, ce n'est pas ça. Il y a deux types de sécurité que nous avons, plusieurs types d'ailleurs de sécurité que nous avons mis en place. Quand nous faisons des tranchées pour les caniveaux, les gens ne peuvent plus aller directement chez eux. Nous mettons des passerelles, c'est-à-dire nous mettons un dispositif provisoire sur lequel on peut marcher pour aller chez soi. Si c'est des tranchées où on ne passe pas directement, nous balisons avec des filets, avec des potelets et des filets pour éviter qu'on soit directement aux prises avec le vide. Sur ce point, quel est l'accueil que réservent les populations bénéficiaires à vos équipes, aux équipes des sociétés qui travaillent ou à ce projet? Aujourd'hui, ça se passe du mieux que possible. La population, à part ceux qui vont chercher à polémiquer, la population accueille très bien le projet. Il faut être, je ne sais pas, pour ne pas comprendre le bien fondé du projet. Et donc, pour finir sur cette question de sécurité, c'est qu'aujourd'hui, les chefs chantiers, qui ne respectent pas ces dispositifs de sécurité, au niveau du projet, c'est clair, c'est drastique. Les chefs sont systématiquement renvoyés, interdits même de projets partout au Bénin. C'est assez strict. Dites-nous, c'est des projets vers les communautés, puis c'est des projets urbains. Quelle est l'implication des mairies, des élus locaux dans la mise en œuvre de ces projets? Je viens de dire tout à l'heure que nous avons des relais mairies. Oui. Des relais. De manière institutionnelle, oui. Oui, institutionnelle, c'est les sécu, ce sont des chefs quartiers pour la plupart. Donc c'est un démembrement de la mairie. Et ce n'est pas fini. Voilà. Oui, ce n'est pas fini. Toutes les mairies ont été étroitement associées au projet depuis l'élaboration. Déjà, le choix des rues, le choix des rues, ce sont les mairies elles-mêmes qui ont choisi toutes les rues qui sont en train d'être aménagées. Toutes les rues. Et après, lorsque les rues ont été choisies, nous avons étudié toutes les séances de validation. Les mairies ont été associées et même
lorsqu'on a lancé les appels d'offres, les mairies sont dans les commissions d'analyse des offres, les mairies ont participé au dépouillement des offres, ainsi de suite, ainsi de suite. Toutes les mairies. Et donc, c'est des activités que nous avons menées au niveau de l'agence du cadre de vie pour le développement du territoire, étroitement avec toutes les mairies. Parce que c'est pourquoi comme ça? Parce que tout simplement, c'est les mairies qui, en dernier ressort, vont recevoir en patrimoine toutes ces rues. C'est à elles que reviendra l'entretien de toutes ces rues. Donc, elles sont associées de bout en bout à toutes ces réalisations. Et actuellement, sur le terrain, en dehors des relais mairie, nous avons des points focaux mairie directement qui rencontrent et qui posent tous les problèmes que la population ou même l'institution, la mairie peut avoir à poser. Donc aujourd'hui, tout est organisé de manière, je vais dire, inclusive par rapport à tous les acteurs qui doivent accompagner le projet. Pourquoi ne pas avoir confié simplement le projet à la gestion des mairies? C'est une très bonne question qui revient, mais vous voyez le niveau d'investissement. Aujourd'hui, nous parlons du projet asphaltage phase A. La phase A, c'est 195 km. Pourquoi phase A? Tout le projet, c'est 650 km. Pour tous les 9 villes, 650 km. Cotonou seul, je viens de dire, c'est 235 km. À Porto-Novo, nous avons 90 km. À Abomey-Calavi, par exemple, nous avons 70 km, ainsi de suite, ainsi de suite. À Nati-Tengou, 42 km. 61 par la cour. Voilà. Donc, c'est aujourd'hui pour la phase A, c'est à peu près 300 milliards d'investissements. Pour ce qui est de la voirie, les équipes, tout ce qui est l'eau spécifique. L'eau spécifique, c'est toutes les composantes que je viens de citer, à savoir espace vert, mobilier urbain, équipement de sécurité, éclairage public, toutes ces composantes qui accompagnent la voirie, tout ça réuni, c'est à peu près environ 300 milliards. C'est un investissement lourd, colossal, qui a besoin de mobilisation, de ressources humaines, beaucoup de ressources humaines, de toutes sortes, qui dépassent le simple niveau des mairies. Donc, l'État a pris sur lui la partie mobilisation de la ressource et implémentation du projet, après retrocéder à la mairie de manière à ce qu'elle prenne le relais pour l'exploitation et l'entretien. De mauvaises langues disent que vous aurez dû laisser la gestion à la mairie et à charge à vous de les assister afin de leur faire acquérir des capacités de construction, de mobilisation et de suivi de ce type d'ouvrage. C'est peut-être possible, mais le PAG qui avait été annoncé au début du quinquennat du président faisait état de plusieurs milliards de francs CFA, pour ne pas 9 000 milliards de francs CFA. Donc, à faire en peu de temps. Aujourd'hui, rien qu'au niveau de l'agence, nous avons plus d'une dizaine de projets qu'on est en train de conduire, juste sur le quinquennat. Dites-nous, à l'étape actuelle, oui, quelle pourrait être l'évaluation que vous pouvez faire au niveau du taux de réalisation de ce projet? 2, 10, 20%? Il faut le voir en deux volets. Il faut distinguer le volet études des volets travaux. Volet études, c'est 100%. Nous avons étudié 100% du projet. Les 650 km projetés ont été entièrement étudiés. Donc ça nous a occupé environ un an. Nous sommes maintenant sur la phase travaux, qui aujourd'hui tourne déjà autour de 20%. 20% pour être sur l'ensemble des 9 villes. C'est disparate. Ce n'est pas le même taux. Quand je suis à Parakou, je suis plus que ça. Quand je suis à Porto-Novo, un peu moins que ça, ainsi de suite, parce que ce n'est pas la même consistance. Aujourd'hui, nous avons à Cotonou, nous avons 4 lots de diverses durées. Voilà. Donc il y a des consistances différentes. La fiabilité, l'efficacité, la performance des entreprises à charge
d'exécution. Vous n'êtes aujourd'hui, l'appel d'offres qui a été organisé, c'est un appel d'offres ouvert international. Le but étant de chercher les meilleurs de la place. Et c'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, vous avez 6 entreprises qui réalisent les travaux. Nous avons 2 entreprises asiatiques, pour ne pas dire chinoises. Nous n'allons pas leur faire de la Voilà. publicité, mais Voilà. nous allons plutôt demander quel est l'impact en matière d'employabilité de la jeunesse béninoise au sein de ce projet. Très bien. Observez bien tous les chantiers qui sont aujourd'hui en Dites-le cours. aux Béninois. Voilà, observez bien tous les chantiers qui sont aujourd'hui en cours. Vous allez voir que sur tous ces chantiers, nous avons, même si c'est des chantiers qui ont été gagnés par des entreprises étrangères, pour ce qui est de la main-d'œuvre, les ouvriers, nous avons 98% sont des emplois béninois. Vous n'allez pas voir sur des chantiers, comme on voit dans d'autres pays, des ouvriers étrangers importés pour venir réaliser les travaux. Donc, sur chaque chantier, rien que pour ce projet, c'est environ plus de 10 000 emplois. Rien que pour le projet. Non, reprécisez ça pour nous. 10 000 emplois. Parce que, imaginez, nous avons 12 lots. Nous avons 12 lots. Et nous sommes en train tout doucement d'arriver à la vitesse de croisière au niveau de tous ces 12 lots. Par lot, nous avons près de 500 ouvriers qui sont... Aujourd'hui, on s'en va vers la pénurie de la main-d'œuvre qualifiée. Non. Mais il y en a La vérité. qui ne voient vraiment pas les emplois créés. La dernière fois que nous étions avec le ministre José Donato, le ministre du cadre de vie et du développement durable, quand nous étions par exemple à Natitengu, mais l'entreprise se plaignait de ne pas pouvoir trouver des ouvriers qualifiés, des coffreurs qualifiés, puisque nous avons beaucoup de Dans coffrages. un Bénin où on dit que le gouvernement de Patrice Talon ne crée pas d'emplois. Mais aujourd'hui, si vous savez faire, parce que le projet, vous voyez, nous avons le projet asphaltage, il n'y a pas que le projet asphaltage. Aujourd'hui, nous commençons tout doucement par avoir des difficultés à recruter des ouvriers qualifiés pour le chantier. Parce que aujourd'hui, nous en avons encore besoin. Quand je dis nous, je veux dire les entreprises ont encore besoin de beaucoup de recrutement. Peut-être Mais faut-il est-ce prendre... que ça veut dire que Oui. c'est une interpellation de nos écoles professionnelles? Parce que c'est à plusieurs niveaux. Allons-y. C'est à plusieurs niveaux. Nous avons sur un chantier, nous avons l'encadrement. Ce qu'on appelle encadrement, c'est les cadres qui ont du bac plus 5 ingénieurs, bac plus 3 techniciens. Là, on en a à foison. Hein? On en a à foison, c'est un gros mot. C'est un gros mot. C'est un gros mot. C'est-à-dire ils ont le parchemin, mais la technicité. Voilà, donc il faut la compétence. Inadéquation, formation, parchemin et réalité. Réalité. Oui. Donc aujourd'hui, Mal formé. c'est pas mal formé. Formé de façon mais- livresque. Voilà. Oui, Mais par rapport aux réalités. donc mal formé. Bon, Parce que aujourd'hui, lorsque vous êtes formé à Je la crois que la problématique est posée. Lorsque vous êtes formé à la- Les ministères ou les structures concernées doivent y réfléchir. Parce Là, que là, c'est- nous sommes mis à l'épreuve, là. toute formation mais professionnelle, il faut pouvoir toute dire- formation professionnelle doit déboucher sur l'employabilité immédiate. Donc, Oui, parce qu'il y a défaut de pratique. non, Généralement. on doit intégrer la C'est ça, pratique à la monsieur- formation. c'est la logique. Monsieur Amoussou, Donc- vous avez tout à fait raison. donc, Je vais voilà. vous expliquer pourquoi vous avez raison. Oui. Oui. En réalité, nous n'avons pas eu par le passé autant de projets en même temps. C'est ça. Ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire que on a peut-être des diplômés, mais il ne sert à rien d'avoir des diplômes si tu ne pratiques pas. Si tu ne pratiques pas, tu ne peux pas avoir la main. C'est ça. Donc nous mettons sur le marché chaque année beaucoup de diplômés Qui vont mais qui ailleurs. n'ont pas l'occasion ou l'opportunité d'exercer. C'est ça. Maintenant, nous avons des chantiers, nous avons des projets. Mais je crois que cette réalité que vous évoquez donne raison à M. Urbain Amegbedi, qui disait que la jeunesse béninoise n'a pas un problème de chômage, mais un problème d'employabilité. Parce qu'en fait, il y a défaut de qualité
par rapport à la consommation. C'est tout à Oui, fait. c'est oui, tout à mais fait. je pense qu'il faut dissocier. Je crois que nous allons pouvoir l'inviter. Oui, il faut dissocier parce que pour qu'il nous explique. je pense que le directeur, oui, c'est le président de Le l'agence. directeur de l'agence. Voilà. Je ne suis pas le directeur de Voilà, l'agence, voilà. je suis chef de projet Voilà. à l'agence du cadre de vie. Voilà, exactement. Donc, vous parliez plutôt de l'absence de projet qui fait que des cadres, même bien formés, ne trouvant pas à faire. C'est tout à fait non, ça. pas donc, du coup, ce n'est plus leur problème, ce n'est plus leur faute à eux. C'est pas leur faute. C'est plutôt Je vais l'absence. vous donner un Voilà, exemple. Je vais exactement. vous donner un exemple. Actuellement, sur les chantiers du projet asphaltage, nous avons même été obligés, les entreprises ont été obligées de faire venir des spécialistes d'ailleurs. De l'extérieur. De l'extérieur. Pour former les jeunes, j'espère. Justement. Aujourd'hui, sur les chantiers, nous avons, Non, mais c'est un que ça soit de la Côte d'Ivoire, d'ailleurs du Sénégal, nous avons des ingénieurs qui ont conduit des projets. Mais finalement, nos lycées. Non, Ils ont été la problématique est déjà formés. posée. C'est-à-dire, Voilà, on ils ont est été déjà. formés. Oui. Ils ont été formés. Non, ils n'ont pas la pratique. La pratique. Mais maintenant que nous avons beaucoup de projets. Soit poser le problème, adéquation, formation, emploi. Ils sont formés. Il y a la formation. Ils sont bien formés par ailleurs. Il y a la formation. Mais ils n'ont pas voilà, il faut employer. Donc, du coup, ça. Aujourd'hui, on est en train de comprendre. On est en train de comprendre les entreprises ou les missions de contrôle ont embauché beaucoup de jeunes, locaux, oui. de jeunes qui aujourd'hui sont en train d'être formés. C'était le volet. Même l'agence du cadre de vie, transfert de compétences, oui. Même l'agence du cadre de vie a aujourd'hui mis en route tout un programme de professionnalisation des jeunes cadres qui sont sortis des écoles depuis 2, 3, 4, 5 ans, voilà. Mais qui n'ont jamais eu l'opportunité d'exercer le métier. Ouais, ils ont le diplôme d'ingénieur, bac plus 5, ils ont le parchemin. Mais sur le terrain, ne peuvent pas apprécier la qualité d'une plateforme compactée ou de pouvoir opiner sur une formulation de béton ou une formulation de bitume. Donc ceux-là, ce n'est pas leur faute. Ils n'ont pas eu l'occasion d'exercer. Donc aujourd'hui, nous avons au Bénin, par ces temps qui courent, beaucoup de projets. L'opportunité maintenant est donnée pour que ces jeunes se forment. D'ici quelques années, si la tendance se maintient, d'ici quelques années, nous aurons beaucoup de jeunes qui auront, ils ont déjà le diplôme, mais beaucoup de jeunes, ils auront la pratique dans la main, la compétence pour pouvoir même être exportés ailleurs. Déjà construits ici et exportés ailleurs. Donc, ce n'est pas de leur faute. Et c'est pour cette raison que je disais qu'on a des pénuries. Mais c'est réel. Ce n'est pas juste une vue de l'esprit, puisque nous le vivons au quotidien. Voilà. Donc, je pense que c'est une question qui est à sérieusement penser pour pouvoir aider les jeunes qui aujourd'hui sont au chômage, oui. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas la compétence nécessaire pour pouvoir exercer les métiers qui les appellent, mais qu'ils ne peuvent pas faire. Est-ce que de parler de projet ne peut pas prévoir justement des volets? Tout à l'heure, on parlait de la mobilisation sociale du ES et autres. Est-ce qu'un volet, par exemple, renforcement de capacité, mise en place de ressources immédiatement disponibles et de qualité, avec une appropriation plus locale, je veux dire, donc de ces ressources, est-ce que ce volet n'aurait pas pu accompagner de tels projets? Oui, si vous avez suivi mon développement tout à l'heure, c'est ce qui est en cours aujourd'hui. Vous allez voir que sur nos chantiers, quand je dis il y a parfois des jeunes qui sont venus d'ailleurs pour nous aider à réaliser les projets. Mais tout de suite à côté, nous avons des jeunes qui sont recrutés, mais qui travaillent aux côtés de ceux-là pour pouvoir acquérir la compétence. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai eu une mission de contrôle qui a la problématique de recruter un ingénieur qui a des expériences en suivi de mise en œuvre de bitume, donc d'asphalte. Et mais qu'est-ce qu'il a? Il a cherché partout. Mais il faut pouvoir trouver
qu'est-ce qu'il a fait? Il a recruté quelqu'un de l'extérieur, pays africain, et tout de suite, il a pris 2 jeunes béninois pour travailler sur le même chantier. Et il a dit, mon idée, la mission de transférer la technicité pour que celui qui est venu de l'extérieur retourne et coûtera moins pour que les jeunes qu'il a embauchés acquièrent la capacité pour pouvoir prendre la relève après. Donc tout ça là, c'est en cours sur nos chantiers. Et ça, on ne voit pas. Oui, c'est peut-être là que votre communication, au-delà donc des volets et des effets induits, donc il y a aussi cet effet-là qui est... Agapit, le ministre José Tonator va nous excuser parce qu'on sent un déficit au niveau de l'IEC dans ce domaine-là. Mais dites-nous, par rapport à la relation budget national contribuable béninois et partenaires techniques étrangers, quelle est la symbiose? Comment est financé le projet asphaltage et quelle est la répartition entre différents partenaires du budget national? C'est assez complexe. Comme le dit en français facile. Du budget national au PTF. Voilà, comme le dit en français facile. C'est assez complexe. Allons-y. C'est assez complexe. Quel est le montage? Et ceux qui sont les plus habilités à décortiquer ces sujets, c'est plutôt mes collègues du ministère de l'économie et des finances. Okay. Tout ce que je sais, c'est que le PAG est dans son ensemble soutenu par les partenaires techniques et financiers de haut niveau, de grande audience. Je veux dire, il y a que ce soit la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque ouest africaine de développement, toutes ces banques institutionnelles soutiennent le PAG. En termes de proportion entre le budget national et les partenaires, c'est assez variable d'un projet à un autre. Parce que la plupart du temps, pour la plupart des projets, l'État finance entièrement toute la partie études. 100% des études. C'est une fois que toutes les études, et ce n'est pas de petits montants. C'est pour dire quoi? Ça veut dire que l'effort, un premier effort est fait par le gouvernement pour mettre sur la table des dossiers bancables, comme on le dit en langage financier, pour dire, voilà, j'ai un projet, mais ce n'est pas un projet comme ça. Amis téléspectateurs, chers amis de Café Politique, nous amorçons la descente de cette émission. Mais avant, nous allons demander à M. François Gomadje pourquoi est-ce qu'il y a cette coïncidence de timing entre la phase réelle, active de mise en chantier du volet asphaltage et le processus électoral. On vous soupçonne. C'est-à-dire qu'il faut avoir quelque chose. C'est-à-dire, le projet, les études. Qu'est-ce qui vous a fait rire? Ce qui m'a fait rire, oui, c'est que c'est une question récurrente. Voilà. C'est une question récurrente. Mais donc seuls ceux qui... Oui, en fait. J'ai pas fini. Ceux qui posent ces questions, seuls ceux qui cherchent à trouver la politique dans tout. Moi, je suis à l'agence du cadre de vie depuis presque 2 ans. Mais ce que je constate, c'est que nous travaillons d'arrache-pied tous les jours. De 7h à 23h, on est au fourneau en train de travailler. Mais nous n'avons pas dans notre viseur les dates des élections. C'est pour ça que j'ai rigolé un peu. Pour dire quoi? En réalité, oui. Juste un petit commentaire. En réalité, un gouvernement est là pour 5 ans. Et la mise en place de ces premiers projets, c'est toujours 2 ans. Parce qu'il faut les études, il faut évaluer d'abord les la recherche de financement. Voilà. Donc, et tout ceci, l'expérience dès qu'on démarre, on rentre dans dans le calendrier électoral. Je pense que les gens cherchent. François Gomadje, vous avez tout compris. François Gomadje, ça va être la fin de cette émission. Mais avant de vous remettre votre cadeau, j'allais vous demander quel appel avez-vous à lancer aux jeunes béninois, aux villes qui accueillent les projets asphaltage,
aux élus locaux, aux administratifs, j'allais dire. Bref, quel est votre message aux populations béninoises des 9 villes qui accueillent en entendant cette phase A de ce projet? C'est une très bonne opportunité que vous donnez à l'agent du cadre de vie pour le développement du territoire. Regardez dans votre caméra. Pour dire à la population que le projet asphaltage, c'est un très grand projet. C'est un projet jamais réalisé au Bénin par son ampleur. Donc ça impacte notre quotidien. Vous avez dit que ça consomme combien de jeunes Nous serons à environ 10 000 emplois directs. Je ne parle pas des emplois indirects. Donc, je disais que c'est un grand projet qui impacte notre quotidien. Et donc, l'appel que nous pouvons lancer à l'endroit de la population, c'est un accompagnement à la compréhension. Parce que nos vies, nos quotidiens seront un peu bouleversés, gênés. Donc, nous demandons de la compréhension à la population. Nous demandons aussi de la prudence. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'engins qui circulent dans nos grandes villes, beaucoup d'engins qui circulent, des tranchées qui sont réalisées, nous voyons des armatures qui sont posées par-ci par-là. Donc nous demandons à la population d'être prudent, de ne pas chercher à s'approcher des zones de travaux, même si au niveau du projet, tout est mis en œuvre pour sécuriser, pour empêcher que les gens ne rentrent sur les chantiers. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ça va être... Monsieur Gomaye, vous étiez à Paris, enfin, vous étiez en France, vous étiez en France. Dites-nous. Il a été directeur des services techniques. Exactement. Quand vous regardez ce que vous faisiez et par rapport à ce que vous faites aujourd'hui, alors, en termes de partage, d'expérience, d'échange, que diriez-vous? J'allais même dire de culture. Oui, en fait, bon, nous ne travaillons pas en vase clos. L'agent du cadre de vie pour le développement du territoire travaille en étroite collaboration avec le ministère du cadre de vie et du développement durable. Donc dans ce brassage, il y a des vases communicants en termes de transfert de compétences de part et d'autre. Nous apprenons et nous donnons. C'est un rendez-vous du donner, du recevoir et qui se passe du mieux que possible. Alors, monsieur François, vous portez le même prénom que mon feu père, Agomadje. Voici votre cadeau, c'est notre tradition. Je ne sais pas s'il est à vous ou s'il est à votre ministre. C'est à vous de décider. Est-ce que je peux l'ouvrir? Oui, vous l'ouvrez. Donc, le DG, enfin, Agathite Napoléon Maforica dit officiellement que le cadeau, il est à vous. Merci. Alors, merci. Vous allez nous dire votre impression sur ce café politique. C'est assez détendu. Je ne pensais pas que c'était une émission comme si on est dans son salon. Ben voilà. Je pensais que c'est assez rigide, cadré, formel, mais j'ai vu que c'est assez convivial. Et donc je vous remercie de nous donner de temps en temps l'occasion de dire ce que nous faisons. C'est vrai, nous ne le disons pas assez, mais nous sommes assez occupés à travailler qu'à parcourir les plateaux de télé pour dire ce que nous faisons. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ce fut un plaisir. Café politique, ça va être la descente. Rendez-vous jeudi prochain. En attendant, retrouvez-nous dans quelques minutes pour le décryptage.